Bonjour à tous et merci à vous, mesdames, messieurs, d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Premier arrêt dans cette émission de Droit de réponse, l'émission gouvernementale à l'étranger pour apporter des clarifications au sujet de la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. On l'a appris cette semaine, des membres du gouvernement séjournent actuellement dans deux pays, notamment aux États-Unis et en Belgique, pour donner la position du gouvernement sur la crise anglophone aux Camerounais de ces différents pays, mais aussi aux autorités. Dans la presse, on estime qu'il s'agit d'une négociation, d'une tentative d'apaisement de la situation. Que peuvent ces missions des membres du gouvernement déployer à travers certains pays cette semaine dans la résolution de la crise anglophone? Que peuvent les acteurs, notamment ces membres du gouvernement qui ont été envoyés sur le terrain? Quelle est l'opportunité d'entamer des discussions avec la diaspora en ce moment précis de la crise? Voilà donc autant de questions que nous poserons tout à l'heure à nos invités. Mais avant, nous nous attellerons donc à prendre le deuxième arrêt de cette émission de droit de réponse. On parlera dans ce débat de cette situation, de ce sujet donc qui tient à haleine tout le pays depuis bientôt 2 mois. Cette affaire dont il s'agit du décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque de Bafia, a été inhumé jeudi à Bafia après 2 jours de cérémonie, desquels on retiendra certainement la fameuse homélie donc de l'homélie de Monseigneur Joseph Akonga Isomba pour la presse cette semaine. Cette homélie, cet homme d'église a tout simplement mis à nu les commanditaires de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. L'on s'arrêtera donc sur ce discours dans cette édition de Droit de réponse. Et pour finir, un mot sur l'opposition camerounaise. Cette semaine, on a également assisté à une crise de leadership au sein d'un parti politique de l'opposition, le Manidem pour ne pas le citer, de vifs désaccords entre des membres influents de ce parti politique, une situation qui fait dire à la presse cette semaine que l'opposition camerounaise en général pourrit peut-être de l'intérieur et qu'il est peut-être temps pour cette opposition de penser à se refaire. Voilà donc les sujets prévus pour cette édition de Droit de réponse. Mais avant, vous le savez, on fait un tour de revue de presse avec Flavien Dongo cette semaine et nous découvrons le panel qui nous accompagne ce dimanche. Bonjour à vous, Flavien. Bonjour Albertine et bonjour à tous les panélistes. Alors, 3 sujets au menu de droit de réponse ce dimanche. Nous commençons par l'opposition camerounaise et puis le décès de Monseigneur Bala et nous terminons donc par cette situation des membres du gouvernement qui sont donc à l'étranger pour parler de la crise anglophone. Alors, je voudrais commencer par la mort, plutôt, puisque nous parlons de Monseigneur Benoît Bala. Et comme vous le savez, la presse n'est pas allée des mains mortes cette semaine avec les sujets que vous avez évoqués. D'ailleurs, sur la mort et bien sûr les obsèques de Monseigneur Benoît Bala, le journal L'Anecdote parlait déjà de l'ombre de la division qui planait sur les préparatifs même des obsèques. Selon l'anecdote, lors de la réception du corps de Monseigneur Benoît Bala à l'hôpital général de Yaoundé, à l'hôpital général, Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, a refusé de signer les documents relatifs donc à la réception de la dépouille. Le rédacteur de l'article nous apprend que c'est finalement Monseigneur Abraham Komé, par ailleurs administrateur apostolique du diocèse de Bafia, qui a donc signé les documents en question. Dans cette mouvance, le journal La Nouvelle Expression est donc allé plus loin pour dire qu'il y a plutôt des révélations fortes du frère de Monseigneur Benoît Bala. Dans une interview que Alex Benoît Bala a accordée donc au quotidien La Nouvelle Expression pour avoir été, selon lui, le dernier à parler à Monseigneur Benoît Bala. Pour lui, selon son frère a été donc assassiné. Il précise que la veille donc de la mort de Monseigneur Benoît Bala, ils ont conversé le 30 mai 2017 à 16h30 et puis encore à 21h, sans donner bien sûr les vraies raisons même de sa thèse. Il signe et maintient que Monseigneur Bala a été brutalement assassiné. Le journal L'Anecdote, même de la même semaine, a sa une donc dit que les révélations les plus troublantes sont celles de Monseigneur Akonga et Isomba lors de son homélie à la cathédrale de Yaoundé. Pour lui, ce sont donc les hommes en veste et avec des lunettes noires qui ont tué Monseigneur Benoît Bala. Info Matin, pour sa part, révèle que les homosexuels ont donc tué Monseigneur Benoît Bala. Pour Info Matin, donc, ces propos sont de l'ancien vicaire général de la cathédrale de Yaoundé lors de son homélie. Il accuse aussi les prêtres d'avoir eux-mêmes livré l'évêque de Bafia aux assassins. Donc, La Nouvelle Expression ne sait pas que limiter à ces déclarations troublantes. Le reporter a pu observer que le représentant du chef de l'État aux obsèques de Monseigneur Benoît Bala a été donc hué au moment de dire
son mot de compassion et bien entendu de décerner la distinction honorifique aux morts. Selon la nouvelle expression, donc Laurent Esso était en difficulté à Bafia. Les fidèles ont presque rejeté la médaille de Paul Biya, décernée donc à Monseigneur Benoît Bala. Voilà pour ce qui est du premier sujet. Et comme vous le savez, il y a 3 sujets. En tout cas, le second parle bien entendu la crise anglophone qui s'écoule au Cameroun depuis plusieurs mois aujourd'hui. Cette question, le Messager, par exemple, revient donc et révèle que Paul Biya veut négocier avec les États-Unis. C'est ce qu'on a publié dans la presse. De ce fait, donc, une délégation conduite par le directeur du cabinet du Premier ministre séjourne au pays de l'oncle Sam depuis le 3 août dernier jusqu'au 9 du mois en cours. C'est à l'effet donc de faire le point de la situation et essayer de trouver un moyen de résoudre définitivement cette crise sociopolitique qui n'a que trop duré. Pour le quotidien, pour le journal Repère, le gouvernement réagit ainsi aux multiples pressions exercées autour de cette question par certains élus américains. Et selon Repère, la dernière sonnette d'alarme a été donc tirée par 2 membres du Congrès américain. Donc les 2 membres font savoir que tout débute en 2016 lorsque la communauté anglophone se mobilise pour exiger le changement de la politique gouvernementale qui les marginalise. Et loin d'être donc l'unique mission, Info Matin fait savoir que Paul Biya a envoyé une autre délégation en Belgique. Celle-là a à sa tête le ministre de la Justice, Laurent Esso. Cette autre mission devra donc jouer le rôle que la première joue aux États-Unis depuis quelques jours. Et on va terminer avec l'opposition camerounaise albertine pour parler notamment de cette crise également qui secoue le Manidem depuis quelques temps, mais comme d'autres partis politiques de l'opposition. Le Messager qui s'intéresse donc au cas du Manidem fait savoir qu'Anissé Kané et autres responsables ont été exclus du parti pour des exactions financières et non-respect des directives de la hiérarchie de cette formation politique. Alors, dans le même journal, Joseph Olinga s'inspire donc de ce cas et bien d'autres qui entourent donc ces partis politiques au Cameroun et les qualifie de désespérantes oppositions. Ce qu'on lit également à la une du journal Le Messager, dans l'analyse que fait le grand reporter du quotidien Le Messager, l'opposition est donc en adéquation avec ses propres discours, parlant notamment de l'alternance. Les chefs des partis de l'opposition qui souhaitent le départ de Paul Biya sont eux-mêmes accrochés et réagissent au quotidien les textes pour éviter d'être délogés par leurs propres militants. Merci à vous, Flavien Ndongo, pour cette revue de presse. Mais avant de partir, quand même, votre avis sur cette information de dernière heure qui arrive, alors une information qui arrive donc en cette fin de semaine, les déclarations plutôt surprenantes du président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui vient de déclarer que pour lui, le Cameroun n'était pas du tout prêt à organiser la CAN 2019. La CAN, pour prendre compte précisément les propos de ce président-là, le Cameroun n'est pas prêt à organiser la CAN, même avec 4 équipes. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos, au moment où justement le Cameroun semble se dire prêt, malgré tout ce qui avait été apporté comme réforme dans l'organisation de cette compétition? Alors, voyez-vous, cette sortie arrive donc quelques 2 ou 3 jours après celle du gouvernement camerounais. Le ministre de la Communication qui est sorti, il avait à ses côtés le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui disait que selon le chef de l'État, tout est fin prêt, en tout cas tout sera prêt avant le début de la CAN, c'est-à-dire que les chantiers sont en cours, les stades et autres en tout cas en ce moment, mais le président de la CAF estime que même avec 4 équipes, le Cameroun ne peut pas organiser cette compétition, ne peut pas abriter, du moins pour le moment. Ça, c'est selon lui, c'était au cours d'une conférence de presse, et il fait savoir que c'est un peu, lorsqu'on fait une analyse, on a l'impression que c'est un règlement de compte qu'il fait à son prédécesseur. On sait que l'Afrique a abrité plusieurs Coupes d'Afrique des Nations successivement. Depuis quelques temps, il estime qu'il fallait quand même élargir et étendre, pas seulement à l'Afrique centrale, il fallait également aller sur d'autres plans africains. Donc cette sortie énerve beaucoup de Camerounais aujourd'hui parce que on entend déjà de part et d'autre des réactions des uns des autres. Donc en écoutant le président de la CAF, on comprend qu'il y a Anguille sous roche. Il ne peut pas le dire comme ça parce qu'il dit que ses experts ont quand même vérifié, sont venus au Cameroun. Ils ont constaté qu'il y a bien des choses qui ne sont pas correctes. Merci pour cette réaction. Je poserai la même question tout à l'heure à mes panélistes que je m'en vais vous faire découvrir. On a le plaisir de recevoir ce dimanche Madame Edith Kawala. Bonjour et merci de nous faire l'honneur d'être sur notre plateau. Bonjour et je dis un bonjour
particulier de courage et de réconfort aujourd'hui aux populations de Ngaoundéré et de la Ménois qui subissent très particulièrement la pluie et avec beaucoup de catastrophes sur leur route. Je dis un bonjour de courage et de réconfort aussi aux populations de l'extrême nord qui connaissent encore et encore des attaques. Et bien sûr, un bonjour de courage et de réconfort aux populations du nord-ouest et du sud-ouest qui sont dans une très grande inquiétude, incertitude et insécurité par rapport à la situation, à leur situation de population, mais très particulièrement par rapport à la situation de leurs enfants. Merci à vous d'être venu. Je rappelle que vous êtes présidente nationale du CPP, le Cameroun's People's Party. Docteur Charles Ngadjifna, bonjour et merci d'être sur notre plateau. Bonjour madame, bonjour aux autres membres du panel et à vos multiples téléspectateurs. Je suis particulièrement ravi de retrouver quelques visages célèbres du SDF d'antan et de partager le plateau avec eux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue et enseignant à l'université de Douala. Abel Limbilobé, merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci Albertine. J'ai trouvé très important que vous consacriez une partie du temps de cette émission à la vie de l'opposition qui me préoccupe beaucoup au premier chef en ce moment. Je souhaite d'ailleurs, à votre adresse et à celle des autres journalistes, que nous sommes à 13 mois des élections. Je souhaite que la presse consacre beaucoup de temps aux élections et en particulier au comportement de l'opposition. Le pouvoir ne nous intéresse pas parce qu'on sait ce qu'il est. D'ailleurs, les thèmes que nous allons discuter ici le replacent au centre des préoccupations. Mais la préoccupation que nous avons maintenant, c'est comment on fait pour enlever ce pouvoir. Et c'est les élections. Il faut que ça préoccupe les Camerounais chaque jour, les leaders de l'opposition. C'est pour ça que je suis venu. Si c'était les autres sujets, Edmond et mes amis auraient pu éclairer l'opinion sur ces questions-là. Et je suis venu parce que vous avez introduit la préoccupation de l'opposition qui commence à faire comme elle fait toujours. Alors pour nous, les délitements, peut-être que je vous rappelle, querelles, je vous en prie. Les divisions, ça c'est ce que nous savons faire. Comme si nous on n'avait pas l'instinct cognitif qui veut que face à une difficulté, qu'on sache s'organiser pour faire face. Il faut peut-être que je vous rappelle que pour nous, sur ce plateau, tous les sujets sont importants, autant l'opposition que le décès de Monseigneur Bala et bien sûr la crise anglophone dont nous parlerons tout à l'heure. Je rappelle juste que vous êtes homme politique, conseiller municipal à la commune de Douala 5e. Merci d'être là. Bonjour à vous, Edmond Kamga. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Albertine, je salue tous les copanélistes, en particulier Edith Kawala, dont je salue le retour sur ce plateau. Merci. Je salue également tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Merci donc pour ces salutations. Avant de continuer, je le disais, tous les sujets sont importants, c'est pourquoi nous ferons un arrêt avant de prendre les sujets qui étaient donc prévus ce jour sur cette déclaration plutôt surprenante, un peu même fracassante pour certains, du président de la CAF, Ahmad Ahmad, qui vient donc de dire que pour lui, le Cameroun n'était pas prêt à organiser la CAN 2019 qui se profile donc à l'horizon, une CAN qui devrait donc arriver dans un peu moins de 2 ans, et le président de la CAF estime que même avec 4 équipes, à ce jour, le Cameroun n'est pas prêt. Edmond Kamga, déjà les réactions qu'on a, on a suivi Flavien Dongo tout à l'heure, il n'est pas le seul, on estime que c'est peut-être une sorte de revanche que le président est en train de prendre sur son prédécesseur, donc Issa Ayatou. Est-ce que vous voyez vous aussi la situation comme ça? Vous avez l'impression qu'il s'agit là d'une sorte de revanche? Est-ce que vous avez l'impression que Ahmad Ahmad a quelque chose contre le Cameroun particulièrement? Je voudrais lire la réaction ou la déclaration d'Ahmad Ahmad sur un double plan. Je ne vais pas être long, mais il y a un plan sportif et un plan diplomatique. Je commence par l'aspect diplomatique. J'estime que sa déclaration, qui est très forte et poignante, n'est pas du tout enrobée d'une terminologie diplomatique. Il va droit au but, il est cinglant et à la limite. Et comme tu le dis si bien, on a l'impression qu'il règle des comptes. Mais à qui?
Est-ce à son prédécesseur ou au Cameroun? Et pourquoi? Je reste sur le plan diplomatique pour dire qu'en réalité, une telle déclaration faite de cette manière, avec ce ton et ce vocabulaire, montre que Ahmad Ahmad a visiblement un problème avec la gestion du football au Cameroun par le Cameroun. Et notamment les engagements que le Cameroun prend vis-à-vis de la CAF ou d'autres structures d'une manière générale. Maintenant, restons sur le plan sportif, puisqu'il s'agit d'une question sportive. Observons d'abord que sa réaction survient après, n'est-ce pas, la sortie, n'est-ce pas, du ministre de la Communication, qui était accompagné du ministre de l'Éducation, des Sports et de l'Éducation physique, qui rassurait l'opinion publique nationale et internationale que le Cameroun, dans les délais, sera prêt. Même si, pour l'instant, les choses sont en train d'avancer sur le terrain. Observons ce qu'il dit. Ahmad Ahmad dit, même avec 4 équipes, le Cameroun ne peut pas organiser. Maintenant, il dit que sur le site, rien n'est prêt. Il dit, enfin, il faut sous-entendre maintenant. C'est-à-dire que rien n'est prêt maintenant. Mais sauf que lui, il oublie une chose. Nous avons un cahier de charges et nous avons un délai. C'est en juin 2019, c'est-à-dire presque 2 ans. Même si le Cameroun a cette habitude, a cette mauvaise habitude d'attendre la dernière minute pour lancer rapidement les travaux, il faut prendre cette déclaration davantage comme une interpellation. Et pour cela, le Cameroun doit rapidement, c'est-à-dire faire au moins 2 choses. D'abord, faire en sorte que les travaux puissent se faire le plus tôt, le plus rapidement possible, pour que l'on soit dans les délais, au moins 3 mois avant l'échéance. Il faudrait également, et là, le Cameroun est dans son droit, parce qu'on ne peut pas changer, là je parle comme juriste, on ne peut pas changer les règles du jeu en plein match. Il eût fallu que lorsque la décision a été prise de passer de 16 équipes à 24, que cela s'appliqua non pas à l'édition qui suit immédiatement, c'est-à-dire celle du Cameroun, parce que le cahier des charges était connu avant cette décision, mais ça devrait normalement s'appliquer à la compétition qui viendrait après celle du Cameroun. Oui. Ça, c'est sur le plan juridique. Donc, le Cameroun est fondé de contester les déclarations ou la décision qui est prise par la CAF en ce moment. Abel Elimbilobé, il faut peut-être placer cette sortie du président de la CAF dans son contexte. Il est à Ouagadougou, il y a une conférence de presse, on lui pose une question sur l'organisation de la CAN 2019. Et là, il répond en disant le Cameroun n'est pas prêt. Même avec 4 équipes à l'heure où nous parlons, il faut déjà noter, Edmond Kamga vient de le rappeler, que le Cameroun hérite d'un cahier de charges. Et pendant qu'on est en train de se préparer justement à appliquer ce cahier de charges, on apprend qu'on passe de 16 à 24 équipes. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup quand même pour un seul pays? Est-ce qu'on n'est pas là dans une sorte d'acharnement? On change le cahier de charges. Aujourd'hui, on est à moins de 2 ans. On nous fait savoir qu'on ne peut pas organiser cette compétition. Comment est-ce que vous analysez tout cela? Quand on est victime d'une injustice, on ne se met pas à bavarder partout, on ameute les gens, on crie, on va devant le juge. Il y a un juge du sport. Pourquoi le Cameroun ne va pas là-bas? Le Cameroun estime qu'il est prêt, justement. Non, vous avez posé une question, je vous retourne la réponse. Il y a le TAS. Si le Cameroun estime que le changement du cahier de charges est illégal, au sens des règles de la CAF, injuste, il va au TAS. Il n'ameute pas les gens pour venir discuter dans les plateaux de télévision. Ça ne se règle pas sur les plateaux de télévision. Deuxième chose que je souhaite dire, je n'aime pas cautionner le mal. Je suis comme ça. Si je sais que quelque chose n'est pas bien, je dis que ce n'est pas bien. Je ne me laisse pas manipuler au nom du patriotisme pour faire comme si le Cameroun est victime d'un grand complot. L'amour pour le pays voudrait que... C'est faux. Un gouvernement incompétent essaye par la manipulation de mobiliser les énergies face à un supposé complot. Quand Transparency International a dit que nous étions un pays corrompu, on a levé le bouclier. Quand Amnesty International, on a tapé les gens ici à Boyapato, on a vu comment on les roulait sur la boue, des abus qui sont contre le préambule de la Constitution. Le préambule de la Constitution dit qu'il faut que les gens le sachent. C'est très clair. Ça s'impose à tout le monde. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique. Elle ne doit être traitée en aucune circonstance
elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Voici la volonté du peuple camerounais. Que Amnesty International nous rappelle que nous manœuvrons mal contre les Boko Haram. C'est notre peuple. On pourrait revenir à ma Je question. reviens à ça. C'est notre peuple qui a sublimé la nature humaine et a interdit, même aux militaires, que même si c'est un terroriste que vous avez, traitez-le avec humanité. Quand Amnesty International pose le problème, on nous fait oublier que nos propres militaires, devant nos propres télévisions et caméras ABA, est-ce qu'on peut rester sur la CAF, je vous en prie? On finit, sur la CAF, s'il on vous plaît. revient au football. Un pays qui est en train d'aller au Fonds monétaire international chercher l'argent pour payer les fonctionnaires et tout. Pas des manœuvres que tout le monde sait qu'elles n'étaient pas orthodoxes. Et que c'était à des fins politiques qu'on prenait l'organisation de cette CAF. On est à combien de mois, nous, de la compétition? On est à combien de mois? À un an. Plus d'un an. Plus d'un an. Bon. Toute l'Afrique s'inquiète. Ce n'est pas seulement le nouveau président de la CAF. Moi-même, moi, petit élu du peuple camerounais, je m'inquiète. Et un ministre sort. On commence à faire un complot de la CAF contre le Cameroun. Qui ici au Cameroun, objectivement, peut nous montrer que nous avons organisé la CAN féminine il n'y a pas quelque temps? C'était dans quelles conditions? Elle a été organisée tout de même. Donc il s'agit d'organiser tout de même. Elle a été organisée. Ce que je souhaite pour terminer, moi, ce que l'amour pour ce pays me commande de faire, c'est de ne pas m'associer à tous ceux qui pensent que on doit les aider dans le bricolage. Il y a des États qui savent ne pas bricoler. Et donc, qu'on prenne ça tout de suite, qu'on amène ça ailleurs. Très bien. Charles Ngandifina, je vous en prie, sur le sujet, votre avis sur cette sortie du président de la CAF, un avis, Edmond, qui n'est peut-être pas entouré de toute la diplomatie qu'il faut dans des circonstances pareilles. On a l'impression qu'il a été assez cru dans sa façon de dire les choses. Alors, moi, je voudrais rester sur les faits pour ne pas penser que les termes du président devraient être enrobés. Il faudrait faire une lecture syntaxique du mot. Il dit que pour le moment, le Cameroun n'est pas prêt. C'est-à-dire que dans l'approche ponctuelle, le Cameroun ne l'est pas. Rien n'oblige le président, si c'était sa décision, il est quand même président. Ça veut dire qu'il fédère un certain nombre de membres de la commission qui peuvent décider du transfert de l'organisation de la CAN à un autre pays. Un président de la CAF nouvellement élu, et avec le score qu'on le connaît, n'a pas besoin de jouer par des jeux d'effet. Mais soyons quand même un peu lucide dans l'analyse de faits. Une lecture profonde atteste simplement que, voyant l'ardeur des Camerounais relativement à la chose sportive, je crains qu'avec les échéances électorales qui viennent, ce soit plutôt un effet digressif pour détourner l'attention. Parce que le cahier de charge est clair. Personne, j'ai suivi de bout en bout la communication du porte-parole du gouvernement. On est d'accord que les règles du jeu ont été changées en cours de jeu. Mais nulle part ça n'a été remis en cause. Or, une démarche objective du gouvernement devrait être la première contestation de cette décision. Je crois qu'en mondiovision, tout le monde serait tombé d'accord. Alors, comment comprendre insidieusement? Parce qu'on passe de 16 à... Vous voyez le nombre d'équipes. 16 à 24. Et on n'a pas besoin d'être un géomètre ou un architecte pour comprendre que la construction d'un stade prend un temps minimal. Vous ne pouvez pas faire la plateforme, monter les gradins aussitôt. Donc, il y a des délais incompressible pour la construction des stades. Alors, quand il faudra penser à un deuxième, un troisième, est-ce que c'est celui de Bepanda qu'on va recycler? Qu'on va recycler? Non. Est-ce que ce sont les routes, la viabilisation des routes, ainsi de suite? Je crois qu'il y a un clair-obscur qui entoure. Alors, le cahier de charge, le président de la CAF le dit pour le moment, ne faisons pas de procès d'intention. Il a dit pour le moment, il y a encore le temps. Même s'il rappelle qu'il y a quand même d'autres pays qui sont déjà manifestés. Il fait un peu cette pression au Cameroun. Et il y a des pays qui sont prêts même à prendre cette canne. Naturellement. Et puis je crois qu'il faudrait quand même faire un retour à une certaine objectivité. Est-ce qu'on devrait être, après tant d'années de gloire de football, être à régler ces petits aspects relativement, je ne dis pas qu'il y a des petites nations en football, mais les pays qui ont émergé après nous,
qui ont organisé. Donc je crois qu'on devrait quand même avoir honte de débattre de ces sujets. Que la CAF aille ailleurs, ce n'est pas une faiblesse de nationalisme, mais je crois qu'on a des choses à nous reprocher. Le Cameroun ne devrait pas être dans cette situation. Il faudrait questionner les efforts qu'ils n'ont pas fait pour doter les Cameroun des infrastructures sportives. Que cet appel du président de la CAF nous amène plutôt à questionner notre passé, qui n'a pas été une bonne gestion de tout ce qu'on a eu comme gloire. Au lieu de saquer des interrogations ou alors des expressions d'un président de la CAF, je crois qu'on manque de lucidité, on manque d'objectivité, et on va fatalement dans une sorte de complot et de subjectivité qui ne nous aiderait pas. Voyons la vérité en face, prenons acte de ce que nous n'avons pas certains atouts qu'il nous fallait à la dimension des performances sportives que nous avons. Donc le président de la CAF est dans son rôle, il a une base électorale derrière lui, s'il le veut, il peut bien dicter sa volonté. Donc corrigeons ce qu'il y a lieu de corriger. C'est vrai qu'il faudrait quand même reconnaître, dans une lecture maintenant sémique du terme, il dit même avec 4 équipes. Donc en mettant cette proposition adverbiale, c'est plus compliqué. Parce que le terme qui viendrait logiquement après, c'est dire à plus forte raison avec telle autre équipe. Donc je crois qu'il faut se préparer à tous les cas de figure, mais en tirant la leçon que ça nous amène peut-être à faire un sursaut pour remonter au moins sur notre plateau technique sportif. Kawala, vous êtes dans le même avis que tous les autres panélistes, du moins Elim Bilobe et Dr Ngandjifna. Pas de règlement de compte, pas de revanche. Le président de la CAF fait juste une analyse assez froide de la situation. Le Cameroun ne peut pas organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Même s'il y avait règlement de compte, est-ce qu'en tant que pays, notre rôle est d'entrer dans la manière dont le président de la CAF nous a parlé, il n'a pas été assez diplomatique? Non. Ce qu'on oppose, il dit, vous n'êtes pas prêts. Oui. Voilà ce qu'il dit. Vous n'êtes pas prêts. Quelle que soit la manière dont il a dit, il a enrobé, il n'a pas enrobé, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous n'êtes pas prêts. Est-ce que nous sommes prêts? It's as simple as that. Est-ce que nous sommes prêts? Non. Et la réponse claire et nette, c'est non. Le monsieur, tout à l'heure, monsieur Kambia a dit, oui, mais nous sommes quand même à 2 ans, monsieur Kambia. Nous sommes à une compétition internationale. À moins que vous souhaitez que l'Afrique soit toujours en train de bricoler, en train de faire de l'à peu près. Oh, nous sommes en 2017. L'Afrique veut compétir dans le reste du monde avec le reste du monde. Dans le cahier de charges, il y a des délais. Les travaux ne sont pas supposés finir à 3 mois de la compétition. Si aujourd'hui, nous n'avons pas terminé, voire même commencé certains stades, qu'en est-il des questions, des voies pour desservir ces stades? Qu'en est-il des hôtels qui doivent accueillir les gens? Qu'en est-il de restaurants? Qu'en est-il de la beauté générale du pays? Et puis, qu'est-ce que représente une compétition internationale pour l'hôte? C'est une opportunité économique. Nous allons accueillir le reste de l'Afrique. Donc, on a besoin que tous les travaux sur le plan infrastructurel, etc., soient faits pour que les opérateurs économiques, ils ont besoin de 6 mois à 1 an pour se dire, voici là où il y a l'opportunité, voici comment je peux imprimer et des t-shirts et des gadgets, etc. Voilà, moi je vais refaire mon restaurant, etc., etc. Il faut qu'on arrête au Cameroun. Il faut qu'on arrête à chaque fois que nous sommes non performants de créer un diable parce que quelqu'un a dit vous n'êtes pas performant. Or que nous le savons nous-mêmes. Ce que nous voulons, le Cameroun, pour s'opposer au président de la CAF, la seule réponse c'est de dire nous sommes prêts. Voici ce que nous avons fait. Maintenant, si le Cameroun est capable de dire nous sommes prêts pour 16 équipes et il y a un problème de 24, là il y a quelqu'un pour vous écouter. Mais si vous n'êtes pas prêts pour 4 équipes, ce que le président a dit est vrai. Il dit aujourd'hui le Cameroun n'est pas prêt pour 4 équipes. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il y a un seul Camerounais qui n'est pas au courant de cette situation? Donc je crois qu'il faut qu'on arrête, et moi je suis tout à fait d'accord avec le docteur. On doit se poser des questions sur l'opportunité de cette compétition pour nous
actuellement. Moi, j'ai été très perturbée de voir les directives pour le budget du chef de l'État qui comprenait les infrastructures de la CAN, mais qui ne comprenait pas les élections. On doit se poser des questions. Où sont les priorités de notre pays? On doit se poser des questions. Aujourd'hui, nous sommes un pays de 10 régions. 6 ont des problèmes de sécurité. 6 régions sur 10. L'extrême nord, qui impacte le nord et la Damawa. L'est, qui lui aussi impacte le nord et la Damawa. Et puis, le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que notre priorité aujourd'hui devrait être à organiser la CAN, ou bien est-ce que nous avons des problèmes purement camerounais à régler et qu'on doit se concentrer là-dessus pour ne pas se perdre complètement? Très bien, c'était donc juste un sujet d'entrée. Vous vouliez réagir en quelques secondes? Oui, en quelques secondes. Je suis d'accord avec Awala que ce n'est pas la principale priorité des Camerounais que d'organiser la CAN. Il y a d'autres types de priorités. Et je dois préciser ici que ce qui m'offusque, tout à l'heure j'ai parlé que c'est une interpellation pour le gouvernement camerounais, c'est une interpellation pour l'Africafoot. Moi je l'ai déjà dit, je partage beaucoup de choses que vous avez dites ici sur le plateau, mais il y a une chose qui m'inquiète dans la déclaration du président Ahmad Ahmad. Là je le lis avec une grille de lecture diplomatique. Dans ses propos, il a cité 2 autres pays qui sont prêts, qui sollicitent même la CAN 2019. C'est-à-dire qu'il est prêt, le moment venu, éventuellement, à donner la CAN soit à l'Algérie, soit au Maroc. Parce qu'il a cité nommément ces 2 pays. Oui, oui. Ça veut dire ce que cela veut dire. Bien, mais cela signifie, si nous étions prêts, nous pourrions entrer dans cette discussion. Si on était prêts, on peut commencer à discuter avec ce monsieur. Mais nous ne sommes pas prêts. C'était juste un sujet d'entrée. Je vous en prie. Cela signifie qu'en réalité, l'Algérie et le Maroc font pression. Absolument. Pour récupérer la CAN 2019. La CAN n'est pas une propriété du Cameroun. Je vous en prie, on va continuer. C'était juste un sujet d'entrée, cher monsieur. D'autres pays africains veulent faire des CAN qui magnifient l'Afrique, qui montrent que aussi en Afrique, on peut organiser de façon convenable, respectable, élogieuse, des grandes compétitions. Très bien, je vous en prie, on commence l'émission. S'il vous plaît. Montre simplement qu'il y a anguille sous roche. Bon, très bien, on va continuer. Organisons la Coupe du Cameroun dans la laideur. Mais on va continuer. Organisons pas la CAN dans la laideur. On va continuer s'il vous plaît. Il faut peut-être préciser que jusqu'à présent, la position du gouvernement sur cette affaire, c'est qu'elle est prête justement, il est prêt le gouvernement à organiser cette compétition dans les délais, avec 24 équipes. On refera certainement le débat sur le sujet de la CAN. On commence donc avec les autres sujets prévus. Je parlais de cette crise anglophone. Notamment, le gouvernement de des cas donc entreprise cette semaine d'envoyer quelques-uns de ses membres dans certains pays selon des critères dont lui seul en a le secret, à l'effet d'apporter aux Camerounais de ces parties du monde des clarifications sur la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des régions, rappelons-le, qui traversent une crise depuis octobre 2016. Ainsi, on a appris cette semaine qu'une délégation allait se rendre aux États-Unis et une autre en Belgique pour remplir dans cette mission. Edmond Kamga, dans la presse cette semaine, les journaux qui ont relayé cette information sont tous arrivés à la même conclusion. Ils estiment qu'il s'agit d'une sorte de négociation que le gouvernement essaye d'entamer dans ces parties-là. Ils ont même été plus clairs. Ils estiment que le président Paul Biya est en train de négocier avec ses membres du gouvernement qu'il envoie dans ces pays. Quelle est l'analyse que vous faites de ces sorties de la presse cette semaine? D'abord, il faut dire que ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas, dans l'histoire, n'est-ce pas, de la vie politique au Cameroun, que des faits aussi sérieux et graves, gravissimes, amènent le gouvernement ou alors l'État du Cameroun à envoyer des délégations en mission pour expliquer la situation. Ça s'est vu dans le passé, en 92 par exemple, lorsque il y a eu la victoire volée, n'est-ce pas, du candidat de l'opposition, Ni John Frundi. Le Cameroun a été suspendu par l'Union européenne. Il a fallu expliquer, n'est-ce pas, à travers une ou plusieurs délégations, la situation réelle du Cameroun pour que, de manière progressive, le Cameroun et l'Union européenne puissent travailler main dans la main. On l'a vu avec les événements de 2008, il y a eu la diaspora qui a agi, qui s'est beaucoup agité, mais qui a interpellé le gouvernement et qui a ameuté la situation au niveau de l'ONU. Il fallait que le gouvernement s'explique
sur les événements de 2008, notamment sur les morts, parce que le gouvernement avait annoncé 40 morts, alors que la société civile et les partis politiques estimaient qu'il y a eu plus que 40 morts. Il fallait que le gouvernement s'explique sur ces questions-là. Maintenant, l'analyse de cette information dans la presse, il y a eu d'abord le rendu, c'est-à-dire que les médias privés comme officiels ont rendu compte de cette information, ont annoncé l'information, mais l'ont également commenté et analysé. Mais chacun l'a commenté avec sa ligne éditoriale. Et précisément, il y a convergence sur le fait que le gouvernement est dans une campagne d'explication par rapport à la crise anglophone. Et il faut comprendre cette campagne d'explication en relation au moins avec deux événements qui sont proches ou à venir. La rentrée scolaire arrive et personne ne sait dans quelles conditions la rentrée va se dérouler dans les deux régions anglophones. Ça, c'est une grande interrogation. L'autre question, ça se passe devant les tribunaux. Les leaders anglophones, le procès, on sait dans quelles conditions ça se déroule. On sait que la situation est en train de s'enliser, ne s'améliore pas. Et il faut que le gouvernement puisse s'expliquer auprès des pays amis. Et quand on parle de Washington, il ne faut pas oublier que la coopération était forte entre Yaoundé et Washington. N'oubliez pas surtout qu'il y a des forces, il y a des soldats américains au Cameroun qui nous donnent un appui fort dans le cadre de l'expertise par rapport à la lutte contre Boko Haram. Et donc, autant Washington que les autres pays, quand une délégation va en Belgique, à Bruxelles, en fait, il s'agit de l'Union européenne. C'est-à-dire c'est une réponse à l'Union européenne. C'est pour cela que j'ai rappelé l'événement de 92. L'Union européenne, Washington, il faut leur expliquer quelle est la situation réelle. En tout cas, c'est la version du gouvernement vis-à-vis des autorités de ce côté-là, mais aussi vis-à-vis de la diaspora. Et j'ai lu un commentaire assez intéressant dans certains journaux qui estimait que qu'est-ce que la délégation camerounaise va aller dire à la diaspora du Cameroun, à Washington ou à Bruxelles, qu'elle ne le sait ici. Et on a vu ceux qui sont allés, notamment que ce soit à Washington ou à Bruxelles, cette délégation a été huée. Très bien. Albert Elimbilobé, est-ce que vous y voyez également une tentative de négociation? Si oui, avec qui le gouvernement veut-il négocier? On a également lu dans la presse cette semaine, tentative d'apaisement. Si oui, apaiser où? Comment est-ce que vous analysez toutes ces délégations que l'on envoie depuis cette semaine dans des pays pour communiquer sur la crise anglophone? Mon ami Edmond a la mauvaise manière de prendre vite quelque chose dans ce que je vais dire et dire ça avant moi. C'est comme si quand il parle, il dit en même temps dans ma pensée. Il a fini par là où j'aurais dû commencer. Est-ce qu'on nous a déjà expliqué pour aller expliquer aux autres? Nous, on est ici dans des débats interminables. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si c'est... On a accusé des forces extérieures. On ne sait pas si c'est des Camerounais anglophones de la diaspora qui manipulent. On ne sait pas si c'est une demande de sécession. On ne sait pas si c'est un mécontentement dans la gouvernance générale développé par ceux qui ont pour terroir cette partie du pays et qui sont en droit de dire mais vous nous oubliez, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça. Ici, à l'intérieur, le débat n'est pas clos. Bon, le gouvernement estime que nous, ça ne compte pas beaucoup ici. Il vaut mieux aller expliquer aux gens de la diaspora. Ça suppose qu'ils savent qui, là-bas, est le problème. Donc, eux, ils connaissent qui est le problème. Puisqu'ils savent donc qui est le problème, je suis d'accord. Que si vous savez que c'est tel groupuscule là-bas qui est le problème, mais je note seulement que les partis politiques sont ici. On ne dialogue pas avec eux. C'est cette gouvernance qui est faite d'imprécision, d'improvisation, de réponse au coup par coup, au cas par cas, qui fait exactement la particularité du régime qui nous gouverne et qui fait la mauvaise gouvernance. Le gouvernement semble avoir des intérêts qu'il est convaincu que nous n'allons pas partager. Et donc, il fait un travail à part, indépendamment de ce que nous, on va penser. Moi, j'ai déjà dit que la crise anglophone, il n'y a pas de problème de route. Vous connaissez une région qui a des routes? Il n'y en a pas. Et les anglophones savent ça. La crise anglophone, elle est liée à une seule chose. Ce pays est organisé de telle sorte que, même si on nous ajoute 100 ans,
un anglophone ne va pas gouverner ce pays. C'est ça qui pose problème à la communauté anglophone. Il parle de marginalisation. Et j'ai déjà dit ici que organisons ce pays pour que ces deux mamelles, parti francophone, parti anglophone, entrent dans un fonctionnement qui soit tel que chacune de ces parties soit un élément essentiel de la construction de l'unité nationale. Très bien. Nous allons aller rapidement. Je termine en regrettant que nous allons changer de président probablement. Je demande encore à la communauté anglophone que je ne vois pas votre candidat. Je veux voir un anglophone. Parce que moi, je veux qu'un anglophone arrive au pouvoir. Tant qu'un anglophone n'arrivera pas au pouvoir au Cameroun, pour que 50 ans après les indépendances, il n'y a que les francophones qui orientent, qui décident, qui nomment. Il faut aussi qu'un anglophone décide, qui nomme. Nous donnerons la parole tout à l'heure à Edith Kawala pour comprendre si il s'agit véritablement de cela. Elle a déjà été candidate. Mais la première, Dr. Charles Gabi, je vous en prie. Dr. Charles, sur l'opportunité de ces missions-là, l'on a entendu beaucoup de choses dans la presse depuis le début de cette crise anglophone. L'on a appris avec des sources bien introduites que certains foyers peut-être de ces crises se retrouvaient dans certains pays, dont par exemple on a cité les cas de la Belgique notamment, où il y aurait des bases à travers lesquelles les gens insufflaient justement la crise au Cameroun. L'on a appris également que des personnes dans ces pays-là avaient saisi l'ONU, par exemple, pour demander l'indépendance du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Est-ce que cela pourrait être l'élément déterminant aujourd'hui pour le gouvernement d'aller expliquer justement dans ces pays-là ce qui se passe véritablement au Cameroun? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une opportunité pour le gouvernement d'aller expliquer cette crise dans les pays choisis? Il faut peut-être rappeler que l'on apprend également que notre mission ira bientôt en Afrique du Sud, justement, pour le même objet. Ok, avec votre permission, peut-être donnez-moi un peu l'occasion d'un biais pour revenir à l'intervention de mon ami Elimbi tout à l'heure. Je crois qu'il y a des affirmations quelquefois graves dont on peut se passer relativement au pouvoir des médias. Il est difficile pour un Camerounais de lire dans l'avenir et d'estimer que ce pays-ci ne sera jamais gouverné par un anglophone. Si je dois partager les problèmes ou bien les desiderata de nos frères de la partie anglophone qui sont tout aussi camerounais que nous, je ne pense pas que la lecture politique du paysage camerounais ne prédispose pas certains. Il y a eu, pour répondre à Paul Abidimé, nous avons eu une candidate qui était à la présidence qui se réclame de cette zone. Bon, je crois que je peux comprendre qu'on ait des interrogations sur la clarté du système électoral, mais on ne peut pas estimer qu'il y a certains citoyens camerounais, de par leur repli identitaire, qui ne devraient pas. Moi, je ne pense pas que ce soit bon de le dire en Mondiovision comme ça. Et puis, je mesure l'audience assez exponentielle de ces émissions dominicales, surtout la vôtre qui est quand même écoutée. Je crois qu'il n'y a pas de problème particulier, de mon point de vue, et je l'ai dit de l'autorité, d'au moins d'une décennie de recherche sur la question électorale. Un anglophone peut bien gouverner. Mais qui a dit qu'un anglophone ne peut pas gouverner? Vous venez de Non, vous ne m'avez pas du tout compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous n'avez pas compris. De toute façon, non, vous en sortez mon propos de son compte. J'ai dit, tel que ce pays est organisé, effectivement, même en l'état, rien n'est exclu. Effectivement, ça revient au même. Ça ne rend pas mon propos. De toute façon, c'était un biais. En l'état, rien n'oblige, parce que vous ne pouvez pas donner un seul argument pour dire est-ce que les anglophones ne peuvent pas être candidats. La réponse évidemment est au nom de quoi vous dites que je ne peux pas donner un argument? Je vous en prie. Peut-être vous en donnez. Maintenant, pour revenir à la question, à la question essentielle, je crois que l'approche du gouvernement appelle au moins deux clés de lecture. La première, c'est au moins la prise en compte et la reconnaissance de la gravité de cette crise-là pour l'atmosphère d'une manière générale et du système éducatif en particulier. Comme Gala dit, l'année académique 2017-2018 est déjà à nos portes. Et je crois que le spectre de cette année à demi-blanche de l'année passée plane encore. Ça, c'est la première clé de lecture et au moins la première reconnaissance du fait que la crise
est vraiment profonde et lancinante. La deuxième clé de lecture, c'est évidemment une reconnaissance du fait que les piliers, les bases sur lesquelles le levier ou les levains de cette crise sont excentrés, c'est-à-dire viennent des États-Unis, viennent de la Belgique. Donc c'est effectivement une reconnaissance de ces faits. Et une troisième clé de lecture subsidiaire, c'est la remise en compte, la mise sur scène des acteurs principaux de la scène. Le directeur du cabinet du Premier ministre, le professeur Gougoumou, évidemment, est la croix de transmission et fils du terroir. On l'envoie aux États-Unis où on peut parler de ceux qui appuient profondément et fondamentalement cette crise. Il va s'expliquer, je crois qu'il parle dans une certaine filiation confraternelle avec ses frères. En Belgique, on envoie le ministre d'État chargé de la justice relativement au procès des anglophones parce qu'effectivement, les premiers appels, les cris à la détresse sont venus de ce côté-là. Je crois que c'est un choix assez pensé du gouvernement, mais je rejoins au moins à cette analyse-là, M. Elimbi. Est-ce que le problème devrait être géré de la sorte? Est-ce qu'on ne devrait pas accentuer une communication interne pour expliquer? Est-ce que le pouvoir devrait venir des États-Unis? Le pouvoir devait venir de la Belgique? Je crois que c'est une analyse très correcte qu'il a faite. Le problème doit se régler d'abord là et dans la pure tradition africaine que le linge sale se lave en famille. Donc c'est une approche de digression. Évidemment, si on arrive à acquérir à nos causes les États-Unis et la Belgique, mais on dira, bon, ces anglophones, ils n'ont qu'à continuer tant que nous n'avons pas la menace de l'extérieur, parce qu'une résolution peut être prise aux Nations Unies contre le Cameroun, le nord-ouest et le sud-ouest, ils peuvent trimer dans la misère. Je crois que ce n'est pas une bonne approche. C'est d'abord à l'intérieur qu'il faut résoudre le problème. C'est à l'intérieur qu'il faut expliquer. C'est à l'intérieur qu'il faut faire comprendre les jeux, les enjeux, les routes et les déroutes de cette crise. Voilà, rapidement. Alors, Edith Kawala, vous avez adressé une lettre ouverte au président de la République le 26 juillet dernier, une lettre dans laquelle vous faites plusieurs propositions sur des crises que traverse le pays. Vous avez parlé de la lutte contre Boko Haram, crise financière, mais également justement de cette crise anglophone. Et vous avez dénoncé dans cette lettre la gestion désastreuse de cette crise par le gouvernement. Est-ce que vous pensez que ces missions que le gouvernement vient d'engager à l'extérieur du pays sont un début de revenir sur cette gestion que vous dites désastreuse? Est-ce que c'est un début pour arranger les choses? Non. Aussi simple que ça, non. Et là, moi, je voudrais m'adresser aux Camerounais. Parce que, comme on le dit depuis le début, ce gouvernement gère de manière désastreuse cette crise et met en péril notre sécurité à nous tous et notre unité nationale. Il n'y a pas d'acteur qui a été plus responsable de la division en ce qui concerne cette crise que le gouvernement. Et je crains, oui, c'est bien moi qui le dis, et je crains que si nous, les Camerounais, on s'assoit et on continue à suivre le gouvernement, nous allons perdre notre pays. Aujourd'hui, tous les acteurs à l'intérieur du pays, vraiment, c'est incroyable. Les gens de Bamenda, de Boya, de Manfé sont dans la rue, font les villes mortes, enlèvent leurs enfants de l'école. Et on s'en va. On ne discute pas avec ces gens-là. Ces gens-là ne méritent pas qu'un ministre se lève et qu'il aille les voir et qu'il dialogue. Il y a eu plusieurs missions de ministres dans le nord-ouest et le sud-ouest, Madame Kawala. Il y a eu des missions au moment où il y avait un consortium. Après ça, on dialoguait avec les gens un jour, le lendemain, on les a mis en prison. Et depuis lors, il n'y a plus personne avec qui dialoguer. Il n'y a plus personne avec qui dialoguer. Et donc, aujourd'hui, tous les acteurs le disent, tous les acteurs politiques, tous les acteurs religieux, les ONG, nous le disons tous. Première chose, vous avez fait, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement camerounais est incapable de dire on a fait une erreur, on corrige l'erreur. Vous avez kidnappé des gens, vous avez arrêté des gens de manière illégale, sans respecter la loi camerounaise, et vous les gardez depuis près de 200 jours aujourd'hui.
Voilà le facteur le plus important qui maintient la tension dans la zone anglophone aujourd'hui. Libérer ces personnes, ne serait-ce que parce que vous-même, vous n'avez pas respecté la loi en les arrêtant. Voilà le premier point. Deuxième chose, en tant que gouvernement, nous disons que les anglophones représentent près de 20% de la population. Ça veut dire environ 5 millions de personnes. Ce qui veut dire, selon les statistiques camerounaises, 60% de cette population-là va à l'école. Donc, il y a environ 3 millions d'enfants camerounais. Aujourd'hui, la rentrée scolaire, c'est le 4 septembre. Nous sommes déjà le 6 ou le 7 ? Le 6. Le 6 août. Le 5. Donc, ça veut dire que on est à moins d'un mois de la rentrée scolaire. Le gouvernement dit, inscrivez vos enfants. Mais je vais vous poser une question. On inscrit les enfants dans quelle classe? Parce que ce sont des enfants qui ont loupé une année. Donc, est-ce qu'on est en train de les inscrire dans la classe dans laquelle ils étaient l'année dernière? Est-ce qu'on est en train de passer à la classe supérieure? Si oui, on est en train de passer à la classe supérieure, c'est qu'il y a des problèmes techniques assez importants à régler avec les enseignants pour voir comment on va rattraper. Si on est en train de dire que ces enfants-là vont redoubler, c'est qu'il y a des problèmes financiers à régler avec les parents qui ont déjà... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de traiter nos problèmes de fond, je vous garantis, si nous pouvons libérer les personnes qui sont injustement incarcérées aujourd'hui, on va créer une situation de détente. On va pouvoir démilitariser les deux régions. Parce que s'il vous plaît, on dit pourquoi les parents n'envoient pas les enfants à l'école. Ils n'envoient pas les enfants à l'école parce que nous sommes dans deux régions hyper militarisées où les arrestations continuent. Et donc, aucun parent ne se sent en sécurité pour envoyer son enfant à l'école. Donc, il est très important, s'il vous plaît, qu'on règle. Moi, je parle aux Camerounais. Nous, les acteurs politiques, et là, il ne s'agit pas seulement des partis politiques, les acteurs politiques, les acteurs religieux, les acteurs de la société civile. Aujourd'hui, nous avons besoin de prendre ce problème en main parce que ça fait 7 mois, le gouvernement ne fait que empirer la situation. Et si nous continuons comme ça, nous n'allons pas connaître le Cameroun il est clair, Edmond Kamga, que l'une des priorités aujourd'hui, c'est certainement ce retour à l'école dans les régions anglophones du pays, le nord-ouest et le sud-ouest. Mais il reste que cette situation, cette crise aujourd'hui s'est enlisée et elle est devenue une crise qui touche tout le pays. Il n'y a pas que l'aspect de l'école dans cette crise-là. Il y a également aujourd'hui l'image du Cameroun qui a certainement pris un coup. Il y a la menace des institutions qui pèsent, peut-être des décisions qui pourraient venir de l'ONU, qui pourraient venir de ces pays-là. Est-ce qu'il n'était pas opportun pour le Cameroun d'essayer de donner sa version des faits dans ces pays? Est-ce que quelque part cette mission n'a pas sa place aujourd'hui, ces missions qui vont à l'étranger? Est-ce que s'il est vrai qu'il y a des foyers où on retrouve des personnes qui tireraient des ficelles, est-ce qu'il n'est pas opportun quand même pour le gouvernement d'agir comme il est en train de le faire? Chaque fois qu'il y a une situation de crise, il faut dialoguer. Et le dialogue doit se faire en interne, d'abord, et se poursuivre ensuite en externe, vis-à-vis de nos compatriotes qui se trouvent de ce côté-là et éventuellement en réponse aux pays amis qui posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe chez vous. Donc, je pense qu'on n'a pas épuisé sur le plan interne ce dialogue-là. Parce que, et Edith le disait tout à l'heure, et c'est fondamental, ça me rappelle, n'est-ce pas, la déclaration qui avait été faite par le représentant de l'ONU pour l'Afrique centrale, le représentant du secrétaire général de l'ONU, qui disait, par rapport à la crise anglophone, qu'il y a deux choses que l'ONU souhaite que le Cameroun fasse. Le Cameroun, jusqu'à présent, n'a fait que l'une de ces choses, c'est-à-dire rétablir Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La deuxième mesure, c'est libérer les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise-là. Vous savez très bien qu'il y a des personnes qui avaient remis tout cela en cause. Ils se disaient l'ONU n'a pas de leçons à nous donner sur ces non, vous savez, ce débat-là, on ne va pas revenir sur ce débat. Je ne sais pas si on doit le dire qu'il est politique ou de politique internationale. N'oublions pas une chose.
le Cameroun est un État membre de l'ONU. Donc nous ne pouvons pas, quand ça nous intéresse, solliciter l'ONU pour régler des problèmes comme ceux de Bakassi et autres. Et quand l'ONU nous demande, intervient pour nous aider à régler notre crise, nous fait des propositions, et j'appelle ça précisément, ce sont des recommandations. Le Cameroun a choisi d'appliquer une, de ne pas appliquer l'autre. Pourquoi ne pas appliquer la deuxième? Est-ce qu'il y a un problème à libérer les personnes qui ont été arrêtées? Même si, il faut le reconnaître, toutes ces personnes n'ont pas été arrêtées dans le même cadre. Ou alors, il semblerait que certaines ont été arrêtées par rapport à certaines infractions. Mais moi, je m'interroge surtout sur les leaders anglophones. Parce que là, la situation est très complexe. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que dans toutes les négociations, dans le monde entier, on nous enseigne dans toutes les grandes écoles du monde. Lorsque vous avez entamé des négociations avec des émissaires, vous ne pouvez pas du jour au lendemain les arrêter, les juger et vraisemblablement les condamner comme on est en train de voir à travers les procès qui sont en cours. Alors, donc, délibérer les leaders anglophones serait d'abord une juste mesure. Et ça favoriserait, comme a dit Edith, la détente. Et ensuite, on verrait peut-être au cas par cas pour les autres. Et la négociation pourrait se poursuivre. Maintenant, à l'externe, la campagne d'explication s'explique et se justifie. Parce qu'il y a un problème. Il faut expliquer à nos autres frères de la diaspora comment est-ce que la crise anglophone a démarré, comment le gouvernement a pu répondre de cette manière-là. Mais imaginez ce qui se passerait si cette tournée était après qu'il y ait eu dialogue au Cameroun. Si on avait relâché ces personnes-là, entamé le dialogue au niveau national, imaginez, en ce moment-là, on aura un discours cohérent à aller dire aux gens à l'extérieur. Alors justement, restons avec ça. Rapidement, on va sortir bien ce sujet, puisque le temps passera. Les informations qui nous viennent justement de ces missions à Bruxelles ne sont pas très bonnes. C'est pas du tout confirmé encore officiellement, mais l'on a vu des vidéos, l'on a vu que ces échanges, notamment en Belgique, se sont très mal passés. Les membres du gouvernement ont fait face à des Camerounais en furie. Il y a eu, on a parlé aujourd'hui de ces membres qui étaient hués. Est-ce que vous êtes surpris par cette réaction, Abel Bimbilobé, de ce qui s'est passé? Non, en Belgique et aux États-Unis, il n'y avait pas de voiture pour disperser les gens. En Belgique, nous sommes dans des pays où on laisse les gens manifester. Au Cameroun, apparemment, on ne peut pas manifester. On va nous disperser. Alors, ils quittent le Cameroun où ils sont tout puissants, ils dispersent tout le monde. Eux-mêmes s'en vont là où ils ne peuvent disperser personne. Ils ne pouvaient qu'affronter, ne serait-ce qu'un autre nom, des manifestations de cet ordre. Donc, c'est bien fait pour eux. Mais je reviens sur ce que j'étais en train de dire au départ, pour dire que les anglophones, ce n'est pas une tribu. Ce n'est pas un petit, ce n'est pas un grand groupe ethnique. Les anglophones, c'est une population qui aurait pu avoir son État en 1961. Et ces gens ont refusé d'avoir leur État pour venir construire un État uni avec nous. Tant que nous n'allons pas nous organiser, comme dans des pays multiraciaux comme les États-Unis, personne aussi au monde ne peut faire croire aux gens que l'arrivée d'Obama, un noir, à la présidence, n'a pas amené une évolution des mentalités. Très bien. Aux États-Unis. Très bien. On va passer rapidement. L'avènement d'un anglophone au pouvoir va être l'élément premier d'une résolution définitive d'un malaise. Et ce sera comme ça que nous allons construire de façon sérieuse et définitive notre vivre ensemble. Ce n'est pas avec les commissions Songué et les voyages de quelques ministres marginaux qui ne représentent d'abord pas grand-chose dans la communauté anglophone. On aurait pu justement parler du choix des je vous en prie. Je vous en prie, je vous retire la parole, monsieur Limbilobé. On aurait pu parler du choix de ces acteurs, mais on n'aura pas le temps de le faire parce que le temps court rapidement. On va aller sur le deuxième sujet de ce jour, le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, ou plus précisément les obsèques. Je parlais donc de cette sortie cette semaine, c'était mercredi dernier, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, cette sortie de Monseigneur Akonga, Joseph Akonga et Somba, homélie engagée et poignante qui fait donc le tour de la presse cette semaine.
Edmond Kamga, on commence toujours avec vous. On estime que l'évêque a mis à nu les assassins de Monseigneur Jean-Benoît Bala, Jean-Marie Benoît Bala, dans cette homélie-là. Est-ce que c'est la même grille de lecture que vous avez? Vous avez l'impression qu'il y a eu des révélations fortes dans cette sortie de Monseigneur Akonga cette semaine à la cathédrale Notre-Dame des Victoires Lyon? D'abord, il faut préciser, il n'est pas évêque. On l'appelle Monseigneur parce qu'il a, n'est-ce pas, été secrétaire général à la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Il a été vicaire général, n'est-ce pas, à l'archidiocèse de Yaoundé. Ça permet de lui conférer le titre de Monseigneur, qu'on donne aux évêques. Mais il est prêtre, il est abbé, il est curé d'une paroisse Saint-Jean des Sosses. Et cela me permet de dire, il y a un certain nombre d'informations qui circulent dans les réseaux sociaux le concernant. Vous savez, il a fait une homélie très forte, elle est même mémorable. Rarement on a entendu, n'est-ce pas, un prélat faire une homélie comme celle-là, d'indexer, j'allais dire, les commanditaires potentiels, n'est-ce pas, de l'assassinat de Monseigneur Bala, puisqu'il a parlé des faux, des faux membres de l'Église, des faux bienfaiteurs. Il a également parlé des faux prêtres, n'est-ce pas, qui auraient livré, n'est-ce pas, leur frère, l'évêque. Donc c'est dans cette homélie, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont poignantes et qui interpellent, n'est-ce pas, non seulement la justice camerounaise, mais également l'ensemble de la communauté camerounaise sur le rôle, n'est-ce pas, de l'Église, mais aussi et surtout sur l'implication des personnes éventuelles qui auraient participé à l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Quand je parle des réseaux sociaux, il y a une réaction qui circule là, sur les réseaux sociaux, qui font état de ce que, depuis qu'il a prononcé cette homélie-là, il y aurait, n'est-ce pas, au niveau de ce presbytère, c'est-à-dire là où il vit, des personnes non identifiées qui chercheraient à, je ne sais pas, si ce n'est à l'interpeller, si ce n'est à l'arrêter, ou en tout cas, à lui faire du mal. Parce que dans son propos, il avait dit, il y a des gens qui veulent faire du mal à l'Église. En quoi l'Église catholique vous gêne-t-elle? C'est ce qu'il a dit dans son propos. Espérons que cette information qui circule sur les réseaux sociaux, qui fait état de ce que il serait en danger, n'est pas avéré, espérons, parce que si c'est avéré, ce serait très grave, parce qu'il y a beaucoup d'autres informations comme ça qui circulent, je dirais rapidement, sur Internet, qui concernent beaucoup d'autres structures. Il y a une institution de la place qui est en difficulté. Ecobank, par exemple, il y a une information qui fait état de ce que Ecobank va fermer, alors qu'en réalité, l'information n'est pas avérée. C'est une fausse spéculation sur la fermeture d'Ecobank, parce qu'en réalité, une structure comme celle-là, qui fait un chiffre en fin 2016 de 13 milliards 800 millions, va fermer. Pourquoi? Alors qu'en réalité, le problème... Sur l'affaire Bala, je vous en prie. Oui, on va rester sur l'affaire Bala. Je voulais simplement dire que dans le cas d'espèce, il s'agit simplement d'une question de l'entrée dans le numérique. Et comment on entre dans le numérique, et puis avec tous les services là, ça fait en sorte qu'il y a une restructuration au niveau de ces agences, tout simplement. Dans l'affaire Bala, pour terminer, pour chuter sur cette question précise, je dois dire que aujourd'hui, plus que jamais, on a le sentiment, et je vais ici citer un refrain d'une grande chanson dans l'Église. Si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé ne meurt, c'est-à-dire la moisson des hommes ne pourra pas fleurir. La moisson des hommes ne pourra pas fleurir si le grain de blé ne meurt. Oui. J'ai le sentiment que Monseigneur Bala est le grain de blé qui va mourir pour que la moisson des hommes puisse fleurir. Docteur Shamgav Bifna, vous qui côtoyez justement les milieux ecclésiastiques et qui avez d'ailleurs un peu côtoyé le clergé, est-ce que vous avez été surpris par cette homélie aussi forte, aussi engagée au cours d'une messe? On se serait également attendu à ce qu'elle vienne, par exemple, de Monseigneur Samuel Cléda, qui avait déjà pris certaines positions durant toute cette affaire. Mais là, on avait carrément quelqu'un qu'on n'attendait pas et qui a décidé de s'exprimer ainsi pendant une messe. Est-ce que vous avez été surpris par cette sortie? Ok, je voudrais commencer peut-être continuer la chanson du chansonnier pour reprendre ces paroles ces propos de peut-être pas pour chanter mais pour continuer dans la médiation biblique, pour dire comme Saint Paul, pour dire que bon, le sang de martyr est la sémence de l'Église. Donc je crois que ça revient dans la même situation. Même temps, pour revenir à votre question, puisque vous nous mettez la pression du temps.
Je dois dire que Monseigneur Akonga, là je parle de quelqu'un avec qui j'ai travaillé quand il était secrétaire général à la conférence nationale. Conférence épiscopale. Ouais. Mais pour préciser que le terme qu'il convient, c'est Abbé Joseph Akonga Essomba. Parce que les titres, que vous soyez vicaire général, secrétaire de la conférence, c'est des titres honorifiques que vous prenez en son temps. Par rapport à la Donc, fonction. par rapport à la fonction. Donc, il est curé exactement à Essos et il est abbé Joseph Akonga. Alors, maintenant, dans la lecture, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi. Et je voudrais peut-être vous révéler que le choix de Monseigneur Akonga au niveau de l'archidiocèse de Yaoundé et de la conférence épiscopale n'a posé aucun problème. Là, je l'ai dit au moins avec la révélation d'au moins 3 évêques, parmi lesquels il y a un archevêque. Pour dire, le premier critère de choix, c'était d'abord qui connaît mieux Monseigneur Bala. La question était évidente parce que c'était son camarade de classe. Et en plus, Monseigneur Akonga est un des premiers prêtres diplômé, titulaire d'un bac C, c'est un scientifique d'abord, et parmi les 3 premiers que Monseigneur, l'archevêque de Yaoundé en son temps, Jean Zoua. Oui, il voulait être architecte, il voulait aller en Allemagne. Mais il a été convaincu par l'évêque. Donc c'est quelqu'un qui avait un itinéraire tout tracé, parti pour être évêque. Et il fut administrateur diocésain de l'archidiocèse de Yaoundé. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le monde et il est le premier exégète, donc le premier spécialiste camerounais de la Bible au niveau le plus élevé d'un doctorat. Donc il n'y avait pas d'autre choix. Et il y a un autre élément, ça c'est, au moins les 2 évêques l'ont également dit, c'était d'abord et enfin le courage. D'abord, il n'y avait que lui pour avoir ce courage parce que tous ceux qui sont cités, probablement impliqués dans la mort, il le connaît. C'est quelqu'un qui est infiltré dans le système. Il a bien des amis haut placés. Il manage et l'Église et les politiciens. Donc, il sait de quoi il parle. Donc, c'est pourquoi son choix n'a posé aucun problème. Mais il fallait également le comprendre. C'est quelqu'un, je ne dis pas que sa carrière, peut-être épiscopale, pose des problèmes, mais également, il faudrait la lire comme quelqu'un qui voudrait regagner la confiance des membres de l'Église. Parce que, et là je peux le dire, puisque ça on en a parlé en son temps, même l'archevêque de Yaoundé a souffert sous Monseigneur, sous l'abbé Akonga. Ça, il ne faudrait pas le cacher parce que nous sommes dans l'église. Donc c'est quelqu'un qui cherchait à redorer son blason pour essayer un peu de reconquérir la calotte. Et ils sont 3 dans cette catégorie. Mais c'est lui qui avait le verbe juste, le verbe net, le courage et l'audace, c'est bien Abbé Joseph Lorsque vous le dites Akonga. comme ça, on a l'impression justement que c'était un discours préparé par peut-être toute la conférence épiscopale qui a choisi l'homme qui pouvait dire les choses de cette manière. Évidemment, je ne voudrais pas dire je ne voudrais pas me substituer aux évêques. Je crois qu'ils auront le temps de le dire, mais au moins des indiscrétions ou des causeries, c'est clairement établi. Il a été assassiné, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Les présumés, je souhaite que ce soit eux les hommes d'église, puisque moi j'en ai également peur de ma vie. Je crois que les noms sont connus et se recrutent dans les cercles du pouvoir et c'est des visages bien connus de beaucoup de Camerounais qui ont commandité le mal. Mais je laisse le soin à ceux de l'église de prendre leurs responsabilités. Abbé Limblo, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette sortie de l'abbé Akonga qui fait le tour de la presse, qui a utilisé des mots assez forts dans cette homélie-là? Pour certains, il a clairement indiqué qu'il y avait, entre autres aussi autres révélations, également des complots au sein de l'Église, justement, des révélations qui ont été peut-être une évolution, justement, dans cette affaire. C'est que, pour une fois, on a entendu dire qu'il y avait des complots au sein de l'Église. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette sortie? Oui, évidemment, ça ne peut pas laisser les gens indifférents que les grandes personnalités de l'Église remettent l'Église en cause. Dans un événement aussi tragique. Malheureusement, je suis relativement froid par rapport à tout ce que j'entends les gens dire, que ce soit ceux de l'Église. Parce que j'appartiens à l'école qui dit que, ou qui veut que, les choses, quand elles se font, elles sont mauvaises un temps pour Kawala. Moi, je suis bien. Il faut que je sache que ce qui se fait contre Kawala là maintenant, comme ce n'est pas juste,
que j'entre dans le combat pour combattre ça. Parce que si vous laissez l'injustice prospérer, pour les autres, ça vous arrivera. Nous sommes dans un pays qui marche mal depuis. Et l'Église catholique n'a pas beaucoup aidé. Quand on disperse les opposants, on les bombarde d'eau, on les arrête injustement. Ça devrait préoccuper les hommes d'église. Parce qu'il s'agit de la violation des principes fondamentaux. On a donc laissé des gens imbus, convaincus qu'ils sont intouchables, qui ont grandi dans le mépris des autres et de la loi, des exigences de bonne gouvernance. Ils vieillissent là-dedans. Ils essaiment maintenant dans tous les domaines. Ils sont arrivés enfin à l'église. Et on découvre que le pays est mal gouverné. Non, il est mal gouverné depuis. Depuis Ngongo. Depuis qui d'autre? Combien d'hommes d'église ont déjà été, sont disparus? Oui. Les gens de les sœurs, sans compter dans le monde politique, etc. Nous avons laissé que une culture du crime s'installe dans le pays, qui affecte des personnalités dont on ne peut pas reprocher le caractère délinquant primaire. On a laissé que cette culture du crime se développe. Donc moi je dis toujours aux gens, Proverbe chapitre 14, verset 34, la justice est ce qui élève une nation. Le mensonge est la honte des communautés nationales. Quand vous vous mettez au service du mensonge, sachez que vous aurez honte. Pour vous, donc, l'Église catholique fait les frais de son... attendez, son rapprochement avec sur la question de l'homosexualité dans le pays, je vous en pas seulement dans le monde politique. Kawala, vous avez la parole, s'il vous plaît. Les hommes de Dieu ne se sont pas beaucoup mêlés à ces luttes. Ils ont cru qu'on peut vivre dans le monde de la théocratie, indépendamment du reste du monde. La vérité nous rappelle que nous sommes un. Certains vous diront si c'est mauvais à l'intérieur des politiques, sachez que ça sera mauvais dans les églises, ça sera mauvais dans les associations. Vous voyez les artisans, comment ils appellent les musiciens, ils n'arrivent pas à s'attendre sur une affaire d'argent. Très bien. Certains vous diront que ce n'était pas le rôle de l'église. Kawala, sur la sortie de Monseigneur ou bien de l'abbé Akonga, Joseph Akonga. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ces deux derniers, c'est-à-dire mercredi, jeudi, sur ces obsèques-là? Je partirai sur la dernière phrase. C'est absolument le rôle de l'Église. L'Église est là en tant qu'institution pour uphold, comment on dit ça en français? C'est-à-dire pour, elle doit tenir des principes et des valeurs clés. Et l'un des principes est celui de la justice, sans laquelle une société ne peut pas fonctionner. Donc, dans toute société, qu'on soit membre d'une église ou pas, on attend, parce que toutes les religions ont pour principe la justice. Et donc, on attend à ce que toutes les institutions religieuses, quand il y a injustice dans la société, élèvent la voix. Donc, je comprends l'indignation de l'abbé Akonga et Somba, et moi je vais partir des propos d'Elimbi pour interpeller davantage l'Église. Que le courage et l'indignation ne s'arrêtent pas sur ce seul cas. Que l'Église soit confrontée au fait que nous sommes arrivés à un moment donné dans la société camerounaise où on ne peut pas rester cloisonné. On ne peut pas se dire que l'injustice qui se fait quand les leaders anglophones sont en prison depuis 200 jours, sans qu'on ne puisse réellement nous dire ce qu'ils ont fait, on ne peut pas nous dire que quand il y a un magistrat de la Cour suprême qui est lui n'est pas arrêté, il est en attente de jugement depuis 200 jours, ce qui est complètement contraire à la loi camerounaise. Quand il y a hier, parmi les vidéos qui ont circulé, sont des vidéos de 12 jeunes anglophones qui disent être tenus dans un bunker au niveau de la CED
sans électricité, sans eau, dans des conditions déplorables. L'Église ne peut pas s'indigner pour uniquement Monseigneur Bala. L'Église doit s'indigner pour tout Camerounais qui est victime de l'injustice du régime en place. Donc l'heure est venue pour nous les Camerounais, je le dis et je le redis, que ce soit pour la lutte contre Boko Haram, que ce soit pour la crise anglophone, que ce soit pour la situation financière du Cameroun, nous allons le résoudre avec tous les acteurs aujourd'hui qui se mettent debout, pas pour un parti politique ou pour un candidat, mais pour des principes et des valeurs pour la nation. Vous donne là une excellente échappe pour prendre le dernier sujet, mais avant avec le docteur Charles Gavdifna, est-ce que justement l'Église catholique fait les frais de son rapprochement, de ses relations ambiguës avec le gouvernement en place, avec le pouvoir tout simplement? C'est également une grille de lecture que l'on a eu cette semaine dans la presse. Certains estimaient que les relations entre le pouvoir et l'Église ont toujours été des relations assez floues, assez compliquées, et qu'il est même difficile aujourd'hui de se prononcer sur ce qui est en train de se passer. Et justement, quand on relit bien cette sortie de l'abbé Akonga, on a l'impression que lui-même dit au sein de l'Église, il y a une division et que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, même parlant de ce décès. Alors, mes éléments de réponse à cette question ne seront pas longs. Je voudrais, et je parle sous le contrôle du cardinal Toumi, qui peut vous dire, vous avez utilisé les termes juste pour dire que les rapports entre l'Église et l'État sont ambigus. Alors, je me rappelle, je l'ai dit, peut-être pendant qu'il est encore au Cameroun, le nonce qui est en train de partir. Tous les évêques de la conférence épiscopale étaient à Balmayo. Alors, un nonce, diplomatiquement, qui représente le pape, arrive au conclave des évêques. Ça, je leur ai dit sous le contrôle du cardinal Christian Toumi. Alors, qui entre furieusement dans la salle où il y a les évêques pour dire en ces termes que les évêques cherchent les problèmes avec l'État et que les problèmes qu'ils ont, c'est parce qu'ils se comportent mal avec l'État. Pire, suivez bien, s'ils voient des choses qu'ils n'ont qu'à se taire. Un nonce apostolique. Monseigneur Piopo qui est en train de partir. Donc vous comprenez que au sein de l'Église même, je crois que l'Église doit faire sa propre mue et faire un effort, une ascèse pour comprendre qu'ils sont, je crois que la présidente l'a dit, d'abord pour un problème de justice. Et je plaide également comme un zouaï pour dire, il ne faut pas être évêque pour attirer la sympathie des autres évêques. Toutes les vies humaines se tiennent. Nous avons vu quelqu'un qui est parti des sommets des étages du Hilton. Quel est l'évêque? Même pas un curé de paroisse. Je ne suis pas sûr, je n'en doute pas, qu'ils aient eu d'autres qui ont eu une pensée pieuse pour celui-là. Est-ce qu'il faut être évêque pour attirer autant d'ennuis, autant de sympathie? Il faut qu'ils comprennent que chaque être humain a une dignité qu'ils doivent défendre. Et ils sont restés trop longtemps dans la léthargie, dans un silence à la limite coupable, qu'ils essaient un peu de revoir cette position pour que l'Église grandisse véritablement. Très bien. On aura quelques minutes encore pour aborder vraiment très légèrement ce sujet qui vous tenait à cœur. Elie Bilobel, nous allons commencer par vous sur la situation au sein de l'opposition aujourd'hui. Je le disais à l'entame de cette édition de Droit de réponse, l'on a assisté cette semaine à une véritable crise, une bataille même entre des leaders d'un parti de l'opposition, le Manidem, de grosses crises donc entre l'un des membres fondateurs, Anissé Kané, et le président de ce parti, Dieudonné Yebga, une crise qui a fait dire à la presse cette semaine que l'opposition devrait peut-être commencer par balayer sur sa propre cour avant de pointer un doigt accusateur vers le régime en place. Pour commencer, est-ce qu'on pense aujourd'hui qu'on a une opposition camerounaise au Cameroun ou des oppositions? Non, ça c'est des faux débats, des oppositions, une opposition, ça, tout ça, ça ne veut rien dire. Il y a une opposition. Laquelle? Moi, je suis dans un parti d'opposition. Vous vous sentez autant je suis dans l'opposition. Vous vous sentez autant opposant que Anissé Kané par exemple? Je suis elle aussi. Je vous pose la question. Elle aussi, elle est opposante. Si vous n'avez jamais vu les opposants, il y a d'autres. Vous êtes même opposant que les autres qui étaient en c'est des faux débats. Est-ce que vous êtes il y a l'opposition incarné par Elie Bilobel et il y a des gens
qui sont au service du régime. Dans l'opposition. Sans forcément être militants du parti qui est au pouvoir ou des partis qui collaborent avec le pouvoir comme l'UNDP, l'ANDP, le FSNC, le MDR et peut-être d'une certaine manière l'ADD. Mais qui sont des gens à l'intérieur de la famille de l'opposition, travaillent à la survivance du régime. Ils sont dans l'opposition. Parce que ce manteau leur sert. Ça leur sert à gagner de l'argent. Et cet argent, ils doivent le gagner légalement, en apparence. Donc, il faut qu'ils dispersent l'opposition, qu'ils aillent à des élections qu'ils savent qu'ils vont perdre, qu'ils constituent des candidatures farfelues, qu'ils multiplient les initiatives solitaires, non concertées et non synchronisées. Tout ça a l'effet d'obtenir des subsides sous plusieurs formes. Et cette situation crée dans l'opposition un grand malaise. D'abord parce que là où les gens s'en vont prendre l'argent, les mains là qui donnent l'argent, c'est la bouche de ces mains qui parle. On sait dans l'opposition pourquoi vous voyez des crises dans certains partis politiques. On sait pourquoi ces crises apparaissent à certains moments et non pas. Vous me permettez de vous dire que dans tous les partis d'opposition au Cameroun, il y a des crises. Donc, on peut commencer. Qui n'ont pas. Est-ce qu'il y a un parti politique qui n'a pas de crise? Qui n'ont Est-ce qu'il y a une institution qui n'a pas de crise, qui n'ont pas les mêmes motivations. Je voudrais terminer en disant que il faut que les gens, que nous, de l'opposition, que nous ayons à l'esprit que nous devons être exemplaires. Ne faites pas semblant de faire l'alternance. L'alternance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait semblant de faire. Très bien, je vous en prie. Tu veux faire l'alternance, fais. Que celui qui te remplace ait la possibilité d'implémenter sa vision des choses. Un parti politique qui, depuis plus de 30 ans ou 26 ans, n'a jamais eu un élu. Voici Kawala. Elle a pris un parti politique qui dormait. Elle en a fait un parti qui gagne les élections. Qui commence à gagner les élections. Vous nous dites tout simplement qu'il est difficile souvent d'avoir des élus avec le code électoral actuel, qu'il est difficile de... Je vous ai jamais dit qu'avec le code électoral, on ne peut pas gagner. Vous faites de la digression. Je vous en prie, Emilio, quelqu'un d'autre va parler parce qu'on va refermer l'émission. Je croyais que Edmond va me faire carrément. On va refermer l'émission. Est-ce que vous croyez-vous encore l'opposition aujourd'hui? Moi, je crois à l'opposition camerounaise, sauf qu'elle doit faire véritablement sa mue. Elle doit faire son introspection. En tout cas, pour cette opposition qui n'est pas au sein du gouvernement, je parle de l'opposition qui n'a pas de ministre, qui n'est pas dans le gouvernement. Donc il faut exclure ANDP, UNDP, UPC du gouvernement. Parce qu'il y a une autre... De l'opposition. Oui, il y a une véritable UPC qui est dans l'opposition, qui n'est pas liée avec le gouvernement. C'est à celle-là que je crois. Il y a le CPP, il y a le SDF, il y a d'autres formations politiques, le MRC et les autres, qui sont dans la véritable opposition. Donc j'estime qu'il y a une opposition au Cameroun. C'est vrai qu'il y a de nouveaux partis, il y a des anciens partis. C'est là où on peut faire distinguer les anciens et les nouveaux partis. Mais il y a encore un manque de cohésion. Je ne la sens pas. Une certaine dynamique au sein de l'opposition, comme la dynamique a beaucoup marché dans les années de Brest. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup davantage du chacun pour soi plutôt que d'une dynamique d'ensemble en vue d'un changement. Il y a même des vrais partis de l'opposition qui se convertissent petit à petit dans la mauvaise opposition. Aujourd'hui, donc, j'interpelle l'opposition à jouer son véritable rôle, à ne pas faire semblant comme cette opposition qui est au sein du gouvernement. Voilà, on termine avec vous, malheureusement. Non, moi je crois que c'est complètement un faux débat. Hein. S'il y a une crise dans un parti politique, toutes les institutions dans le monde, je suis sûr qu'il y a déjà eu une crise à Canal 2. On n'en fait pas le procès de tous les médias au Cameroun. Aujourd'hui, moi je voudrais dire, il faut qu'on arrête avec cette diversion. Aujourd'hui, les problèmes qui se posent au Cameroun ne sont pas des problèmes d'un secteur. Ne sont pas le problème des partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est le véritable... On est dans une maison qui a 10 chambres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et 6 de ces chambres sont en difficulté aujourd'hui. Vous voulez confier ça à quelques personnes qui s'appellent leaders de l'opposition? Ou bien il faut que tous les Camerounais mettent la main à la pâte et qu'on redresse la maison. Il faut qu'on arrête aujourd'hui
le mouvement anglophone, toutes les frustrations anglophones ont été menées sur la place publique par un avocat et un professeur d'université. Est-ce qu'ils ne sont pas de l'opposition? Très bien. Donc il faut qu'on arrête. Ils sont de la société civile. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'opposition c'est s'opposer au principe de base. On me fait je vous en prie, de la lecture que j'ai du paysage, je crois que dans toute structure, des procès de chaque petit, de ma modeste lecture, toute structure est traversée de crises. Oui. Au Cameroun, le paysage politique distingue effectivement une opposition, mais qu'il faut se hâter de dire une opposition au pied d'argile. Et effectivement, qui est davantage une opposition est faite de turiféraires politiques qui ne peuvent pas se targuer des destins nationaux. Donc, en termes d'opposition, elle est assez fébrile, elle est assez faible. On ne peut pas véritablement parler d'opposants politiques. On va donc refermer. Des dissidents politiques. Merci à vous d'être venus, chers monsieur et dames, à cette édition de Droit de réponse. Malheureusement, on arrête là pour le débat. Le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte